Oui. Alors, le dossier suivant, c'est l'exploitation d'un petit train touristique, le retrait de la délibération du numéro 286 sur 2019. Bon, on avait prolongé le contrat du petit train touristique qui se terminait en début de saison. Donc on a voulu le faire travailler toute la saison, c'est la raison pour laquelle on l'avait prolongé. Il se trouve que le concessionnaire a eu du mal pour trouver des chauffeurs pour le faire tourner et il n'a pas pu le faire tourner normalement pendant cet été. Ce qui fait qu'il nous a demandé d'annuler cette délibération parce qu'effectivement, il n'est pas d'accord pour payer une présence qu'il n'a pas faite. Donc, il est donc demandé de retirer la délibération numéro 290 sur 2019, du 17 mai 2019, relative à la prolongation de la convention d'exploitation d'un petit train touristique sur le domaine public orangeois et d'autoriser M. le maire, l'adjoint délégué, à signer tout document afférent à ce dossier. Vous avez des questions? Oui, c'est tout à fait ordinaire et normal que cette délibération soit prise. J'ai besoin d'avoir une petite précision. Donc le petit train est arrivé en fin de contrat et il ne sera pas renouvelé, il n'existera plus, il sera remplacé par les minibus électriques. Qu'est-ce qui se passe? Non, alors voilà, il y a eu, on est en train de chercher un nouveau concessionnaire pour faire marcher le petit train. Donc il y a eu des propositions, il y a eu un accord également avec l'Office du tourisme qui est compétent dans ce domaine pour savoir exactement ce que nous désirons. Alors on essaie de trouver un petit train électrique non polluant. C'est difficile parce qu'on est une petite ville, ça demande un investissement important pour le concessionnaire, mais on essaie de trouver quelqu'un de compétent qui va dans ce sens, qui peut répondre à nos besoins. C'est en cours de choix. Je vous remercie, monsieur. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, Denis Sabon. Élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Organisation de la mise sous pli, fixation d'une rémunération forfaitaire allouée aux personnes effectuant cette opération. La collectivité a la charge du recrutement et du paiement des personnes qui effectueront les travaux d'étiquetage et de remplissage des enveloppes avant envoi aux électeurs. Après validation du ministère de l'Intérieur, les crédits correspondants seront versés à l'issue des travaux à la commune par le représentant de l'État sur la base de 30 centimes par électeur jusqu'à 6 listes de candidats et 4 centimes par électeur pour chaque liste de candidats supplémentaires. Il est donc envisagé de faire appel sur la base du volontariat à 21 agents de la collectivité. Les opérations de mise sous pli se dérouleront le samedi 7 mars 2020 pour le premier tour et le mercredi 18 mars 2020 en cas de second tour. Les agents percevront une rémunération forfaitaire dont le montant sera calculé à partir du nombre d'électeurs arrêté le 21 février 2020. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le calcul de la rémunération forfaitaire allouée aux personnes effectuant les mises sous pli pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention entre la préfecture et la commune relative aux travaux de mise sous pli et préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. Oui. Oui, je suis d'accord avec cette libération, mais j'ai une proposition à vous faire, monsieur le maire, parce qu'en fait... pas de mauvaise proposition. Proposition honnête. Proposition honnête. Vous savez que de nombreux orangeois ne sont pas satisfaits de voter avec les machines, avec le vote électronique. Donc, je ne veux pas poser la question, parce qu'en fait, si moi, personnellement, je me prononce pour la suppression du vote électronique, vous allez me répondre que ce n'est pas votre intention. Donc, la proposition que je vous fais quand même, parce que les conséquences du vote électronique font qu'aux élections municipales, les orangeois ne reçoivent que la profession de foi et ne reçoivent pas le bulletin de vote avec les 35 candidats.
C'est un problème démocratique pour moi, parce qu'en fait, les Orangeois ne peuvent connaître que la tête de liste et la profession de foi. Et donc, il n'est pas normal que l'ensemble des électeurs ne puissent pas connaître dans leur intégralité l'ensemble des candidats qui se présentent au suffrage des Orangeois. Donc moi, je vous demande que dans l'organisation des professions de foi qui seront acheminées aux électeurs, il puisse y avoir également le bulletin de vote. Parce qu'on nous demande au niveau des listes en présence de présenter un bulletin de vote qui finalement ne sera sur les tables des bureaux de vote qu'en quelques dizaines d'exemplaires, alors que c'est chez les électeurs qu'il faut que ce document soit présent en fait. Et donc je suppose que vous faites ça pour des raisons financières, parce que dans d'autres villes qui procèdent au vote électronique, les électeurs ont la possibilité de connaître l'ensemble des candidats. Donc je vous demande de respecter les électeurs et de faire en sorte que le bulletin de vote soit envoyé aux 19 000 électeurs d'Orange. Alors, est-ce que je... Mais c'est moins démocratique, moi. Ah bah oui, mais enfin c'est du papier. Alors Sur l'antenne de tous les bureaux de vote. Bon, la parole... Mais là, vous n'avez plus la parole, enfin. On va vous répondre. effectivement, vous prenez dans les médias que vous êtes pour l'écologie, les ruches, etc. Et là maintenant vous réclamez le papier alors que maintenant plus rien n'est en papier. On est d'accord. Non, mais c'est pas un débat. Il y a la parole. Après, je vais la prendre. C'est fini. Vous avez dit ce que vous avez dit. Oh. Non, mais même pas. Bon, on ne vous laisse pas parler. Ben oui, vous êtes dans la majorité, donc vous n'avez pas le droit de parler. C'est clair. Il n'y a que l'opposition qui a le droit de parler. Alors, il faut... Essayons... Je sais que c'est dur. Mais essayons d'avoir un peu de bon sens. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Donc, je prends mes précautions. Essayons. Tentons. Pourquoi, quand on vote avec du papier, quand on vote avec du bulletin de vote, pourquoi on reçoit des bulletins de vote dans l'enveloppe? Il y a une raison. La raison, c'est que si on ne veut pas montrer pour qui on vote, on a son bulletin de vote bien caché dans sa poche, dans son sac, dans sa culotte, et on le met dans l'urne clandestinement, dans le noir le plus absolu, et personne n'a de doute sur ce que vous avez voté. Mais si vous votez, vous n'avez pas la parole. Mais si vous votez par vote électronique, ce problème-là ne se pose pas. Ce qui vous embête, c'est qu'avec le vote classique, avec le vote par enveloppe, on peut tricher. Et que vous avez l'habitude de tricher. Et que, comme avec le vote électronique, on ne peut pas tricher, ça vous embête, ça vous catastrophe. Vous allez en faire une crise de foi, un ictère. Alors, nous, si ça offrait un intérêt, on y penserait. Mais là, ça n'a pas d'intérêt, il y a la profession de foi. La profession de foi développe les arguments qui peuvent faire voter chacun pour une liste ou pour une autre, alors que le bulletin de vote, il n'y a que le nom, ça ne sert à rien. Ça sert quand on vote par enveloppe. Ça ne sert à rien si on vote électronique. Ben, c'était bien. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier suivant. Muriel Boudier. Non, 12 bis. 12 bis. Instauration de la rupture conventionnelle de la fonction publique. De décret du 31 décembre 2019, publié le 1er janvier 2019, instaure la rupture conventionnelle dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025 pour les fonctionnaires et les agents contractuels en CDI de droit public. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions de rupture conventionnelle. Si le trésor public nous demande simplement de faire cette délibération, il n'y a rien de... Y a-t-il des questions? Pardon, madame? Vous avez un licenciement à programmation, là? C'est pas un licenciement, ça. Ça, c'est pas un licenciement. Non. Oui, vous êtes toujours dans vos rêves de conflit. Vous êtes toujours dans ces rêves. C'est demandé par l'agent, c'est pas demandé par... Une rupture conventionnelle... J'ai entendu. J'ai entendu. faut lire.
Alors, vous avez des questions? Non, c'est bon. Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier suivant, Muriel. Modification du marché relatif à la restauration des parements du Atlantique, mise en sécurité, lot numéro 1, maçonnerie, taille de pierre, marché 138-115. Le démarrage des travaux au 12 août 2019 relatif à la tranche conditionnelle numéro 4, relatif au traitement des parties en arcade à l'est du théâtre antique d'Orange ainsi que de l'intérieur du mur de Seine. Une partie de ces arcades n'a pas été prise en compte lors du diagnostic et que certaines zones de petite largeur doivent être mieux protégées des infiltrations d'eau pluviale. Il convient d'effectuer ces travaux supplémentaires dans le cadre du marché représentant une plus-value égale à 51 466,38 € hors taxes et portant le montant total de la tranche considérée à 719 732,10 € hors taxes, soit 7,70%. Il est demandé d'approuver la modification du marché numéro 2 et d'autoriser M. le maire l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Allez-y. Très bien, normal. Je fais partie de la commission d'appel d'offres. Cette semaine passée, on a été convoqués à 9h15, exactement pour cette délibération-là, pour préparer cette délibération-là. 9h15, je suis ici, 9h même 12 ou 13. Je croise M. Pazero et M. Beguelin qui sortent du bureau du secrétariat du maire. Ils me disent, je dis, ben, où elle est la commission A? Elle est déjà finie, elle est passée. Oh, ça a duré 30 secondes, c'était rien du tout. C'est rien du tout, oui, mais c'est symbolique. Exactement comme ça. Je fais partie de la commission d'appel d'offres, je suis convoquée à un horaire, et bien ça se passe un quart d'heure avant, tant pis. Quand j'arrive ici pour la commission d'urbanisme, finance, ça se fait pas, en 5 minutes, pas du tout, à l'avance, en retard. On vous balade sans arrêt. Voilà comment on appelle la démocratie participative à Orange, voilà comment ça se passe sous votre règne. Je ne voulais pas que vous soyez pour ça. Alors, je fais partie de la commission d'appel d'offres et je m'inscris en faux. On commence à l'heure précise. Il est vrai que si vous arrivez en retard... J'étais pas en retard, 9h15 sur ma convocation. C'est ton autorité qui ne marchait pas. Je regrette que Mme Benoît ne soit pas là, parce que c'est elle qui vient s'excuser auprès de moi. Elle est partie, Mme Benoît. Oui, elle s'est excusée auprès de moi à l'instant. Alors, Gérald me dit qu'il y a eu une manifestation d'horaire au dernier moment. Pas du tout. Je ne l'ai pas eu. Moi, j'ai aucun mail, j'ai rien. Pas un coup de fil, rien. Et j'étais à ville à 9h. Moi, je n'étais pas. On est vraiment Ils l'ont fait dans mon dos. C'est un coup de Gérald, il a fait dans mon dos. Il m'a dit que j'étais pas. D'habitude, j'y suis. Quand j'y suis, on commence exactement là. Bon, mais à part ce crime de lèse-majesté, que je comprends, auquel je compatis, ça n'empêche pas que la commission a eu lieu, que la clarté a eu lieu, que vous avez eu le dossier et que vous n'avez pas pu vous exprimer, mais vous exprimez là. Donc c'est encore mieux devant tous les élus. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier numéro 14. Musée d'art et d'histoire, acquisition d'éléments mobiliers de Franck Bradley, approbation de ce projet de son plan de financement. À ce jour, le musée possède déjà 450 œuvres de Bradley offertes à la ville en 1940 par la famille du peintre Albert de Belroche, qui constitue la plus importante collection française de cet artiste. Mais il ne possède pas d'éléments mobiliers. Les pièces sélectionnées par cette acquisition permettraient donc de présenter une facette inédite de cet artiste polymorphe. Il s'agit d'un ensemble rare et en excellent état qui comprend un lit, une commode, un bureau et 2 chaises et un tabouret. Le montant de l'acquisition s'est élevé à 5 720 € TTC. Pour cette opération, la ville peut obtenir des subventions auprès du FRAM, Fonds d'acquisition pour les musées, de la région PACA et de la DRAC. Le plan de financement sous condition de l'obtention des subventions serait le suivant. Montant de la ville 3 430 € TTC, montant des subventions 2 288 €. Il est donc demandé d'approuver le projet d'acquisition d'un ensemble mobilier, d'approuver le plan de financement, préciser qu'après l'approbation de ce projet de restauration de ce plan de financement, Monsieur le maire prendra une décision pour solliciter des subventions auprès de la région PACA et d'autres organismes au niveau le plus élevé possible. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à solliciter
solliciter l'avis de la Commission scientifique régionale des collections du Musée de France, conservateur, restauration, pour l'acquisition de ces éléments mobiliers. Autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Alors j'ajoute que là, nous sommes dans une exception. On ne peut pas mettre en concurrence. Hein, parce que l'objet est unique et on est embêté. Oui. Tant pis. On vous le soumet pour que vous l'étudiez. Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Allez-y. Non, c'est juste pour apporter un petit complément d'information et relever le niveau. Parce que quelquefois, vous nous mettez dans des situations assez délicates et insupportables. On va essayer de relever un petit peu le niveau. Les œuvres dont vous parlez, donc, de M. Brandevin, ces œuvres, pour certaines, sont déjà au musée d'Orange. Hein. Elles ont été offertes par l'intermédiaire donc de Daladier. Daladier, lui-même député du Vaucluse, de 46 à 58, et qui est né donc à Carpentras en 1884. Je ne vous préciserai pas qu'il a été signataire du programme commun avec le PS et le PC, parce que vous allez me dire que c'est pas le lieu. Bon, alors, voilà. allez, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Pour la prochaine mandature. Vous n'avez pas compris? Je crois que c'est pas la peine. C'est pour le 15 mars. Le 22 exactement. Dossier numéro 15. Approbation d'une convention entre la commune d'Orange, le Centre national de recherche scientifique et l'Université d'Aix-Marseille, CNRS AMU, pour le suivi archéologique du chantier du théâtre antique. Chaque année, dans cette délibération, elle revient. Donc, il s'agit, pour le suivi archéologique du chantier du théâtre antique concernant les arcades à l'est et à l'extérieur du mur de Seine, il convient d'établir une convention entre la commune d'Orange et le CNRS AMU pour la cinquième tranche au 1er janvier au 31 août 2020. Cette convention a pour objet de fixer notamment les conditions nécessaires au financement de la mission du CNRS. Le montant total de l'opération est de 63 145,33 € hors taxes. Les établissements CNRS AMU prendraient en charge 38 562 € hors taxes, tandis que la commune d'Orange accorderait un financement de 24 583,33 € hors taxes, soit 29 500 TTC. En contrepartie, elle attend de la part du CNRS la remise d'un rapport scientifique concernant les résultats du suivi archéologique. Chaque partie pourrait ensuite utiliser les résultats de ses besoins propres de recherche. Il est donc demandé d'approuver les termes de la convention entre la commune et le CNRS pour le suivi archéologique du chantier, ainsi que de son financement s'élevant à 29 500 € TTC. Préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. Autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer l'avis de convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions, pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, c'est adopté, je vous en remercie. On passe au dossier suivant. Alors, dossier 16, 17, 18, ce sont des avances de subvention. Je vous propose qu'on vote les trois dossiers ensemble. Alors, vous êtes d'accord? Non. Bien. Le dossier numéro 16 concerne une avance subvention à l'association Orange Football Club pour un montant de 15 000 €. Le dossier numéro 17 concerne une avance subvention à l'association Les Rêves Bleus dans le cadre du contrat de petite enfance pour un montant de 25 000 €. Et le dossier numéro 18 concerne une avance subvention à l'association Yaka-Volley pour un montant de 2 000 €. C'est la nouvelle association qui est l'activité volleyball dans le. Voilà. Des questions. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, les dossiers sont adoptés, je vous en remercie. Dossier numéro 19. Alors, il s'agit de l'approbation du rapport de la collecte intercommunale du 16 décembre 2019. La ville d'Orange a été intégrée à la CCPRO en 2014 et a procédé au transfert de plusieurs compétences. En janvier 2019 ont été transférées à la CCPRO
l'eau et l'assainissement. Ce transfert de compétences se réalise grâce à un rapport édité par la Commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, qui siège à l'intercommunalité. Ce rapport présente les impacts du transfert de compétences et les incidences possibles sur les attributions de compensation des communes. Il doit s'assurer de la neutralité budgétaire pour les acteurs concernés. La réglementation impose un vote identique dans toutes les communes membres. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du rapport de la CLECT et dit qu'en vertu de ces éléments, le montant des enveloppes travaux des communes sera revu à compter de l'exercice 2020. Dit qu'en vertu de ces éléments et sous toute réserve de l'avis concordant des communes intéressées, le montant des contributions de ces dernières sera revu à compter de l'exercice 2020. Et enfin, dit que la présente délibération est votée en concordance avec celle de la CCPRO et des communes membres. Oui. Oui, alors, si je ne suis pas forcément favorable à la gestion de certaines compétences au niveau de l'intercommunalité, je pense que la question de l'eau, c'est certainement un niveau pertinent. Par contre, je m'interroge parce qu'en fait, dans le document que vous nous avez fourni, je constate qu'effectivement, il va y avoir un processus pour mettre fin au DSP de chaque commune, avec la perspective du lancement du DSP unique. Et ce qui veut dire qu'en fait, à terme, l'objectif, c'est d'homogénéiser le service de l'eau en un seul gestionnaire et aussi avec un seul tarif. Donc ça, je partage cet objectif. Par contre, je m'interroge parce qu'en fait, vous savez, monsieur le maire, que je me suis positionnée plusieurs fois pour le retour de l'eau en gestion publique. Et que donc, en fait, comment il est possible de poser ce débat au niveau de l'intercommunalité dans le cadre de la mise à plat des différents contrats de délégation. Ça, c'est ma question spécifique sur l'eau. Et puisque il m'est donné la possibilité d'intervenir en matière d'homogénéisation et de tarif unique, que je partage complètement, j'ai récemment appris que les personnels de la CCPRO ne touchent pas tous la même prime de fin d'année et que donc en fait, à aucun moment, vous avez créé les conditions d'avoir des fonctionnaires qui touchent les mêmes rémunérations sur une base d'égalité. Et donc ça, c'est contraire au principe même de la fonction publique en fait. Dans la même collectivité, ne bougez pas la tête comme ça, monsieur le maire, parce que le service public, ça passe d'abord par le respect des fonctionnaires. Si je ne peux pas respirer, oui. Si je ne peux pas remuer les oreilles, si je ne peux pas bouger mon nez... Bon, en tout cas, écoutez, bougez le nez comme vous voulez. Moi, ce que je vous demande, c'est que les personnels de la CCPRO puissent avoir la même rémunération de manière égalitaire. C'est contraire au principe de la fonction publique. Ça, vous pouvez le faire. Allez. Question de la gestion de l'eau et de l'assainissement, c'est vraiment tout un grand feuilleton sur Orange. La Chambre régionale, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a transféré ces deux compétences à la CCPRO. La situation, la Chambre régionale des comptes, à la page 50 et 51, soulignait la situation financière excédentaire de l'eau et de l'assainissement. Sachez bien pourquoi on était en excédent. On avait modifié et augmenté de manière excessive la part ville de l'eau et de l'assainissement pour les réduire dernièrement. Sauf que nous avions un excédent dans notre budget, et cet excédent, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a à la transmission du budget assainissement et eau, on en a gardé la moitié, soit 1,6 million pour l'assainissement, 1,3 million pour l'eau potable. Et aujourd'hui, à travers cette CLECT, on récupère encore 1 million. Alors la CRC dénonce
que nous n'aurons pas moins de 30 ans de travail pour faire le travail qui n'a pas été fait sur les voiries. Les réseaux d'eau potable, les travaux de réseau d'eau potable et d'assainissement étaient très limités, uniquement liés aux travaux neufs de voirie. Aujourd'hui, il va nous falloir 30 ans. C'est écrit là dans la page 51. 30 ans pour remettre à jour, à niveau, les réseaux d'eau potable, pas moins de 17 millions et je ne sais plus combien pour l'assainissement. Par contre, on enlève 1 million à la carte, c'est pas grave. Bon, monsieur le secrétaire général. Alors, pour répondre à la première question, mesdames et messieurs, relative aux primes de fin d'année, je rappelle que le droit acquis est tel que nous ne pouvons pas supprimer, madame la conseillère municipale, des primes que les agents ont obtenues par ailleurs. Si vous constatez une inégalité, entre guillemets, des primes, c'est simplement que les agents ont choisi de garder le régime d'origine. Il y a par exemple des agents ex-agents orangeois qui ont conservé le régime de primes d'origine et qui n'ont pas souhaité reprendre celui de la CCPRO. Je me permets juste une réflexion là-dessus, c'est que dans toutes les collectivités qui ont fait des processus de fusion ou de regroupement, il y a toujours au final un régime unique pour les personnels en prenant le régime le plus haut et on l'applique à tous. Tandis que vous, en fait, vous n'avez pas voulu appliquer le régime le plus haut à tous et donc vous obligez des agents à se positionner différemment. Mais ce n'est pas une bonne gestion du personnel, ça vous m'excusez. La gestion du personnel, je vous laisse le soin de l'apprécier, aux prochaines élections municipales. Ce qui est certain, c'est que le choix n'a pas été fait effectivement de retenir la position la plus haute, au vu tout d'abord du coût du chapitre 12 de manière générale à la CCPRO, c'est-à-dire du chapitre relatif aux ressources humaines, au regard du coût des heures supplémentaires dans cette PCI, au regard du coût des astreintes, etc., etc. Le choix n'a pas été fait, effectivement, de considérer que la voie la plus haute était la meilleure. Par contre, nous disposons à la CCPRO d'un régime indemnitaire qui est sans doute supérieur à celui de rang. Sur la seconde question, sur la question de la récupération d'une partie du budget assainissement sur le budget général, sachez que c'est d'une part légal et que nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait. Il n'est pas illégitime de considérer que les économies opérées sur les budgets d'annexe reviennent à un moment donné au profit des orangeois sur le budget général. Et comme je vous disais, nous ne sommes pas la seule commune à l'avoir fait, simplement chez nous, eu égard à la grandeur de notre cité, et forcément les sommes en jeu sont plus importantes. Bon, pour répondre à votre question de fond qui est plus importante sur la reprise en régie de la gestion des eaux de l'assainissement ou de sa gestion privée, vous le savez, je vous ai répondu plusieurs fois, nous n'avons pas de religion politique établie et rigide. Nous sommes pour l'efficacité. Donc, quand la gestion publique est la plus efficace, on choisit la gestion publique. Quand c'est la gestion privée qui est la plus efficace, on choisit la gestion privée. Et ça vous apporte en quelque sorte une réponse aussi à votre question sur le montant des primes. Parce que si un secteur a trop de primes, eh bien, il perd son côté concurrentiel avec le privé. Et à ce moment-là, s'il y a un excès d'avantages dans le public, bien c'est une incitation pour le gestionnaire à aller vers la privatisation. Donc je crois qu'en toute chose, le bon sens doit primer et que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas l'échelle pour municipaliser ou pour intercommunaliser ces services. Peut-être qu'en grossissant, on l'aura, mais on ne le fera que si ça entraîne des économies de fonctionnement et non pas si ça entraîne une augmentation des gaspillages. Parce que le secteur public n'est pas la perfection, n'est pas la 6e merveille du monde. Il n'y a pas de 6e merveille du monde. Il y a des gens efficaces ou des gens qui ne le sont pas.
Et c'est la qualité des gens, il n'y a de richesse que du travail et de la qualité des hommes. C'est selon la qualité du travail qui est faite que la privatisation ou la municipalisation sont la meilleure des solutions. Voilà, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est voté. On passe au dossier suivant. Quel est le dossier suivant? Claude Bourgeois, peut-être. Situé dans la zone du Grenouiller, un pôle culturel et sportif permettant d'accueillir dans les meilleures conditions artistes sportifs et publics de toute génération dans le cadre d'événements de qualité et de redonner ainsi un caractère phare à ce lieu. Pour ce faire, elle doit être accompagnée d'un architecte mandataire ou d'une équipe de maîtrise d'œuvre. L'enveloppe provisionnelle du coût des travaux arrêtés au stade programme par le maître d'ouvrage est fixée pour l'ensemble du projet bâtiment du sexe extérieur à 10 millions d'euros hors taxe. Selon les principes de la commande publique, il convient de lancer une consultation. La procédure formalisée choisie est celle de l'appel d'offres. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de lancer une consultation et d'autoriser M. le maire à signer les pièces afférentes au dossier et tous les documents relatifs à ce dossier. Oui. Oui. En fait, ça pose un problème démocratique, cette délibération, parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas réalisé pendant 6 ans, d'un coup, maintenant, vous vous activez pour donner un peu de la matière à vos électeurs, là. Sauf que, si ce n'est pas vous qui sortez des urnes le 15 ou le 22 mars au soir, le fait que vous engagez la ville dès aujourd'hui dans une consultation sur un projet qui est le vôtre et qui ne sera pas forcément celui de votre successeur, ça pose un problème politique, monsieur le maire. Donc moi, ce dossier, je l'aurais plutôt vu à l'ordre du jour du conseil municipal du mois d'avril ou du mois de mai. Voilà. Parce que vous n'êtes pas encore sûr d'avoir gagné les élections. Je pense même que vous allez les perdre. Hein. Vous avez des dents de voyance. Eh oui, eh oui. Alors, eh oui. effectivement, les cartes même. Effectivement, cette délibération pose un grand problème, mais elle a aussi un défaut, elle est lacunaire. Ça fait déjà 2 fois que l'on passe cette délibération de mission de maîtrise d'œuvre. On l'a déjà passé il y a 2 ans et on n'en a rien fait. Donc, ce qui nous manque, c'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous sommes à la veille des élections. Merci, monsieur le maire. Vous avez fini? Alors, d'abord, c'est embêtant que vous soyez ignorante du fonctionnement d'une collectivité. C'est embêtant, parce que ce dossier, on l'a pensé, on y a travaillé, il est arrivé à maturité, on lance l'appel d'offres. Pourquoi on lance maintenant? Parce que si on lance dans 4 mois, on aura perdu 4 mois, et vous nous direz qu'on ne réalise pas assez vite. Quoi qu'on fasse, vous nous critiquez. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, vous nous critiquez. Donc, on fait ce que l'on doit, au moment où on le doit, et comme on le doit. Voilà. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 21. L'acquisition de ces 4 minibus électriques permet d'offrir une mobilité et un transport complémentaire au réseau urbain du centre-ville d'Orange, de projeter la ville d'Orange vers une démarche innovatrice, expérimentale et vers une logique nationale d'engagement en faveur du climat, de réduire l'impact lié à l'émission des gaz et à effet de serre et de réduire la consommation d'énergie. Ce service sera bien évidemment adapté au PMR, personnes à mobilité réduite. Le lot numéro 1 pour l'acquisition de 4 minibus s'élève à 488 000 € hors taxe. Le lot numéro 2, location de pack batterie, est estimé à 60 480 € hors taxe. La commission d'appel d'offres a décidé de retenir l'offre proposée par la société L'Or Industrie pour le lot numéro 1. Pour le lot numéro 2, location pack
Fac Batterie, il a été décidé de déclarer la procédure sans suite au motif que le cahier des charges techniques doit être repris. Pour cette nouvelle consultation, le choix d'acquisition des batteries sera retenu. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir entériner le choix de la commission d'appel d'offres et de désigner la société L'Or Industrie attributaire du lot numéro 1, de préciser qu'une nouvelle consultation sera lancée pour le lot numéro 2, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué au transport à signer tous les documents afférents à ce dossier. Vous avez des questions? Oui, madame Baninier. Oui, j'ai assisté à la commission d'appel d'offres pour l'achat de ces minibus. Et c'était à l'heure. Voilà. Ça, je ne me rappelle plus parce qu'il n'y a jamais rien à l'heure ici. Par contre, je me souviens aussi d'une publication au printemps dernier d'une dame là devant la mairie dans ce minibus avec des photos, tout ça publié sur internet, sur le site municipal. Et donc je m'étais posé la question en commission d'appel d'offres parce que sachez bien, messieurs, dames, que nous avons eu certes 10 retraits de dossiers, mais une seule offre. Ce qui veut dire que cet marché d'appel d'offres aurait dû être déclaré infructueux. Sauf qu'il a été taillé exprès pour ce produit-là qui a été présenté au printemps et qu'aucune autre entreprise n'était capable de répondre à ce cahier des charges. Donc pour moi, il y a un biais et forcément, même si je suis pour ce genre de petits transports qui seraient peut-être plus économiques que Patin-Gouffin, peut-être, un peu plus en tout cas dans le greenwashing, je ne peux pas faire autrement que de m'abstenir ou de voter contre ce dossier. Moi aussi, je m'abstiens. Ou de voter contre, comme vous voulez. Oui, madame. Compte tenu, j'avais l'intention de voter ce dossier, mais compte tenu des informations fournies par ma collègue de l'opposition, je me contenterai de m'abstenir. Mais par contre, je me félicite de la politique des transports que vous avez mis en œuvre là. Vous avez fait des efforts? C'est trop, c'est trop. Je risque l'apoplexie. Attendez. Vous savez pourquoi je m'en félicite? Parce que ce n'était pas votre programme et que vous avez mis en œuvre le programme de listes de gauche. Oh, c'est pas possible. Je me disais bien qu'il y avait un serpent là derrière. Alors, maintenant, il faut améliorer le cadencement. Voilà. Alors, c'est bon, il n'y a plus d'intervention. Donc, je vais répondre. En fait, il n'y en a pas eu 10, mais 9 personnes qui ont répondu, qui ont pris ce cahier des charges. Et pour y répondre, ils ont posé des questions à laquelle nous avons répondu. Nous avions estimé que pour 500 000 € hors taxes, nous pouvions avoir les 4 minibus. Et on voulait bien des minibus capables de passer dans toutes les petites rues. Et quand ils nous ont répondu, ils pensaient que c'était pour un bus le prix. Comme vous êtes pas sans savoir que les bus électriques sont très chers. Effectivement, une seule société pouvait rentrer, apparemment, en tout cas, et a osé faire l'offre qu'elle a faite. Parce qu'il fallait que ce soit évidemment accessible BMR, avec tout électrique à l'intérieur, sans que le conducteur se dérange, pour pouvoir également leur faciliter l'accès. Monsieur le maire. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 22, Xavier Marco. Mesdames, Messieurs, je vous propose, Monsieur le maire, également de présenter ces deux rapports d'activité 2018 concernant d'une part l'ORAM, donc l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Plus, qui ont déjà été présentés ces deux dossiers simplement pour prendre acte à l'Interco le 30 septembre dernier. Donc s'il n'y a pas d'objection pour ces deux dossiers, je vous propose de les passer simultanément. Et après, on arrive au dernier dossier de la séance, donc numéro 24, délibération. Il s'agit donc d'approuver la convention pour l'entretien des espaces verts de la gendarmerie nationale. Je précise, il s'agit donc de la compagnie de la gendarmerie nationale, ce qu'on appelle la départementale. C'est exactement le même type de convention que nous avons passé il y a déjà 2 ans avec la gendarmerie mobile, l'esclavon C6, pour lesquels nous entretenons leurs espaces verts, à savoir principalement les végétaux et ce qui touche au domaine des élevages. Voilà. Donc, je vous propose de voter cette convention. Y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, effectivement.
effectivement, on a déjà passé ce genre de délibération, y compris pour le lycée Aristide Briand, pour l'entretien des cours, etc. Et je m'étais déjà exprimée sur ce genre de prestations. Pour moi, il y a là quelque chose qui est injuste par rapport aux artisans qui s'occupent de ce genre de travaux. Parce que nous sommes une administration où l'impôt paye l'outil et où le fonctionnement et donc le coût, le prix de revient pour la prestation est donc biaisé par rapport à une entreprise privée. Et nous faisons concurrence, une concurrence déloyale par ce genre de marché à des artisans paysagers. C'est mon point de vue. On considère qu'il y a une fraternité un petit peu avec la gendarmerie, la police nationale, parce que ils ont compétence quand même sur les événements qui se passent sur Orange. C'est vrai qu'on a une certaine confraternité et par ailleurs, on n'a pas reçu de reproches d'entreprises privées. Si on avait reçu des reproches d'entreprises privées, on se serait peut-être posé le problème. Mais je comprends mal que vous défendiez l'entreprise privée alors que vous passez son temps à l'attaquer. Donc, selon le moment, selon l'instant... mais vous n'avez pas la parole, vous êtes au courant, vous n'avez pas la parole. Selon l'instant, selon le moment, vous changez votre fusil d'épaule. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la démagogie, ça. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. La séance s'est levée et je vous souhaite une bonne année.